s'il y a pas de volume, moi je veux pas trader parce que le market maker va être le roi dans son jardin et il va faire toutes les saloperies, il va te faire des fakes dans tous les sens. Ça fait 4 ans que je fais ça et ça fait 1 an vraiment que je me force à faire ça. C'est d'entrer et de sortir à chaque setup qui se présente. C'est devenir presque une machine. Pas d'interprétation. Aucune interprétation, surtout pas d'interprétation. On est au Cambodge en famille, je voulais que mes enfants découvrent une autre culture. Mon intuition, c'est que ça va plutôt se passer de ce côté-là sur les prochaines années. Donc je veux que mes enfants fassent du réseau, ouvrent les yeux, voyagent en Asie. J'ai vu une interview une fois de Tony Parker sur YouTube. Il dit une phrase que j'ai trouvée vraiment, en tout cas ça m'a parlé. Il dit, pour réussir dans la vie, il faut pas avoir de plan B. Ça a résonné en moi. Et je me suis dit, tant que tu es en France, tu vis très bien comme ostéopathe. Quelle est ta motivation à réellement changer ton comportement en trading ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'entretien avec un trader. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe. Christophe est trader sur l'indice Nasdaq depuis de nombreuses années. Il est passé par différentes formations, toutes orientées carnet d'ordre sur futur. Aujourd'hui, expatrié en Asie, il va nous raconter son parcours, ses moments difficiles et comment il a réussi à trouver son équilibre aujourd'hui. Bonjour Christophe et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Oz et merci pour l'invitation. Parce que toi, ça fait combien de temps à peu près que tu fais du trading aujourd'hui ? J'ai commencé juste au moment de la crise des subprimes. D'accord, 2008. Donc, Ok. 2008, j'ai dû commencer en 2009-2010. D'accord, et t'as fait all-in sur des actions US à l'époque, juste après, ou pas ? Non, alors j'avais commencé un petit peu avant, non, parce que la mémoire me revient, j'avais commencé dans les fins des années 90, début 2000, sur des actions bulle internet, un peu comme tout le monde, ça monte beaucoup, ça baisse beaucoup, on rend les gains qu'on avait gagnés, donc j'ai laissé tomber. Et puis après, je suis revenu au moment des subprimes avec, il y avait pas mal de vidéos qui commençaient à tourner, il y avait déjà Twitter et tout, et j'ai découvert cette approche au carnet d'ordre donc en 2009 ou 2010 de mémoire. Et puis j'ai échangé avec un trader francophone spécialiste du carnet à cette époque-là. Ok, bon, bah, de toute façon, on va parler de tout ça dans les détails, mais une question que je pose à tous ceux que j'interviewe, comment as-tu découvert le trading et pourquoi es-tu dans cette activité aujourd'hui ? Comment j'ai découvert le trading ? Waouh ! Alors j'ai bientôt 50 ans, hein, donc ça fait un petit bout de temps. À l'époque, il existait des revues physiques qui conseillaient des actions. Donc j'ai découvert à ce moment-là, tout simplement en allant chercher le journal dans la boutique. Donc j'ai commencé à acheter par curiosité et puis il y avait des conseils sur l'achat, comment constituer un portefeuille. Donc j'ai commencé comme ça tout doucement. Et puis après arrivé Internet, donc j'ai commencé avec la bulle Internet à passer mes premiers ordres directement sur les actions pour mon PEA à l'époque. Et puis alors pourquoi j'ai commencé ? Tout simplement pour être riche. Je crois que c'est un peu le même principe un peu pour tout le monde au départ. En tout cas, pas tant pour être riche pour l'argent, mais pour pouvoir être indépendant surtout. Ouais. De pas dépendre d'un patron, de pas dépendre, voilà, c'est de ce côté, si moi tout seul dans mon coin, je peux générer des sous, la vie sera plus facile. Donc voilà pourquoi j'ai commencé. Donc les actions, après je faisais 2008, les premières approches du carnet d'ordre. Et puis à l'époque, j'ai pas payé de formation et je me suis lancé direct sur le DAX avec un compte réel. Ouais. Bon, voilà, comme beaucoup, ça s'est très très mal fini. Ouais, le DAX, le DAX était, enfin, je sais pas aujourd'hui, parce que À ça fait longtemps que j'ai l'époque, pas regardé, mais à l'époque c'était chaud quand même. Hein. c'était plus chaud que le Nasdaq. Ah ouais. Parce qu'il bougeait autant que le Nasdaq, sauf qu'on était à 25 € le tick. Ouais. Donc ça partait très très fort. Et à l'époque, j'ai cru qu'un spread entre le Nasdaq et le Bund et l'Eurostock 50 allait couper le risque. Et je me suis rendu compte lors de cette journée que, eh bien non, il pouvait y avoir une décorrélation persistante pendant au moins une journée entre deux assets. Et j'étais dans le mauvais sens et ça m'a fait sauter le compte en une journée. À l'époque, on parle de 7500 € de perte dans la journée quand même. Donc une grosse claque. Et est-ce que les pertes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément les garde-fous qu'il peut y avoir aujourd'hui,
C'est-à-dire que tu peux être en négatif sur ton compte broker, tu peux leur devoir des sous. Alors, Est-ce que ça t'est arrivé cette non, expérience? non, 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 du tout. Là, ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais j'ai super bien géré la sortie, en fait. Mhm, L'entrée était cata, le marché a décalé instantanément contre moi. Au lieu de rajouter à la jambe gagnante, j'ai essayé de faire du DCA sur la jambe perdante, qui a mhm, complètement aggravé parce que je me suis dit il va y avoir un retour de la corrélation entre les deux assets, mais pas du tout. Donc ça a complètement aggravé et j'ai réussi à tenir jusqu'à un certain pullback pour pouvoir minimiser ma perte. Donc 7500, j'ai minimisé ma perte. mhm. Mais non, non, j'ai pas été sorti par le broker, je suis sorti tout seul. Mais j'avoue que derrière, j'ai été super refroidi. Ah bah tu m'étonnes. Et voilà, parce que ça représentait beaucoup, hein. C'était pas un compte à 100 000, hein. C'était un compte à 12 ou 13 000 à l'époque, hein. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup d'argent d'un coup qui est parti en fumée. Et t'avais quel type de revenu à Et l'époque mensuel? j'avais à peu près 4 000 euros par mois. Mais ouais, donc. Et encore, étant indépendant, 4 000 euros, il y a encore des petites choses à payer. Donc Hmm, hmm. non, ça représentait plutôt, on va dire, 3-4 mois de salaire en capacité d'épargne à l'époque. Ouais, ouais. Hmm. Donc ça a fait beaucoup. À l'époque, j'avais des amis qui bossaient en banque et en salle de marché. Je leur ai parlé de ma déconvenue et ils ont été gentils, ils ont été plutôt bienveillants, mais ils m'ont dit, écoute, c'est un métier. Il dit, moi-même en banque, je gagne beaucoup et quand j'essaie de trader tout seul dans mon coin, je perds. Pour te donner le niveau de difficulté. Donc, soit tu consacres ta vie à ça et peut-être que tu n'arriveras jamais à gagner d'argent, soit tu prends un PEA et tous les mois, tu mets une somme identique sur un panier d'actions et tu t'arrêtes là. Bon, j'ai fait ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que j'ai arrêté, tout simplement. Je me suis consacré à mon activité d'indépendant, mais toujours en gardant un œil. Je regardais les vidéos, je regardais, voilà. Et puis bah, je suis revenu au trading juste après le confinement. Comme beaucoup de gens, cette sensation de bon, allez, on nous a obligés à rester chez nous, on nous a obligés à faire plein de choses. Bah, fuck, j'ai envie de. Moi, je suis très libertarien, on va dire, très, très, très libéral, mais dans le sens, je sais pas si on peut dire dans le sens noble du terme, mais en France, c'est très mal vu, le côté libéral, mais voilà, c'est le côté de pouvoir faire ce qu'on veut et que personne n'a à nous dicter ce qu'on doit faire. Donc, après le confinement, voilà, j'ai décidé de me remettre au trading, mais ce coup-ci, en payant des formations et en me consacrant à 100%, enfin 100% non, parce que j'ai continué évidemment mon activité d'indépendant, mais on va dire, en gros, à partir de 2000, fin 2020, peut-être début 2021, j'ai consacré entre 2 et 3 heures par jour, tous les jours, D'accord, à de la lecture de carnet Nasdaq. d'accord. Et est-ce que ton activité d'indépendant a quelque chose à voir avec la finance de marché ou pas du tout? Pas du tout, je suis ostéopathe. Ah d'accord, ok. Donc t'as ta clientèle, ta patientèle, ton cabinet, etc. Voilà. Ok, d'accord. Enfin, j'avais, parce que maintenant je suis expatrié. D'accord, ok. On en parlera un peu plus On tard dans parlera un le, peu plus tard, oui, bien sûr. voilà, le côté chronologique. Du coup, est-ce que de faire d'analyser un carnet d'ordre sur le Nasdaq, donc carnet léger, à l'Open US, juste après Covid, où le marché était quand même très très volatile à l'époque, est-ce que c'était pas un petit peu hardcore? Alors, si ça l'était, mais comme j'avais aucun point de référence, je me rendais pas compte que c'était vraiment dur. Moi, les premières fois où j'ai observé les carnets, je comprenais rien en fait. Je voyais aucun pattern, je voyais rien du tout. Et donc, la personne avec qui j'ai fait la formation nous a bien expliqué qu'on devait avoir des mois d'observation de carnet pour pouvoir commencer à comprendre et à voir un peu les patterns qui se reproduisaient dans le carnet. D'accord. Donc, moi, bêtement et méchamment, j'ai appliqué la consigne et donc j'ai regardé sans rien comprendre pendant, oh, j'en sais rien, mais des semaines. Des semaines, puis d'un seul coup, tu crois voir un truc. Tu commences à dire, ah oui, tiens, ça j'ai déjà vu. Puis ça vient petit à petit. Et en fait, le carnet, à l'époque, j'avais acheté des écrans 34 ou 36 pouces et que j'ai mis en vertical. Parce que le carnet, il bougeait tellement, sinon tu passes ton temps à le recentrer et en fait, tu rates cette notion de respiration et de volatilité du marché, en fait.
Et donc, je l'ai mis en vertical. Déjà, ça m'a aidé. Et puis, ouais, pendant quelques semaines, j'ai rien capté à ce que je regardais en fait. Mais j'ai persévéré, on va dire. Et t'as repéré des récurrences? Oui, oui. Et j'observais sans aucun graphique. Tiens, vraiment, je me suis dit, tu vois, pour refaire la synthèse de mes expériences actions où les gens via un magazine te conseillent, en fait, ils s'en foutent si ça marche pas. Ils te parlent que des actions qui fonctionnent. Et deuxième expérience, mon spread raté DAX, FESX. Donc j'ai tiré la conclusion qu'il faut se professionnaliser et que voilà. Et donc après, tu as fait, bon, j'imagine que tu as fait cette formation. C'était du présentiel ou c'était Non, ça a failli être du présentiel en fait, parce que moi j'avais payé pour du présentiel, fallait que je change de pays et que j'aille me faire former. Mais après Covid, c'était un peu compliqué. Il y avait des problèmes pour avoir des salles, pour réunir des personnes, etc. Ou alors on n'était pas assez nombreux et il n'a pas voulu organiser tout, je ne sais pas. Mais la réalité est qu'il m'a rappelé en me disant, écoute, moi, tu peux venir si tu veux, mais moi, ce que je te propose, c'est plutôt de transformer les 4 jours en présentiel. Il y avait plusieurs formules de paiement et il y avait une formule avec soit 4 jours présentiels, soit 6 jours en ligne, mais avec tout un suivi après, avec des briefs de tes vidéos toutes les semaines, etc. Il m'a dit, si tu veux, sans augmentation de prix, je te fais passer au niveau supérieur et on fait tout en ligne. Et donc, j'ai choisi cette option-là. ça a duré combien de temps à peu près ton passage? La formation, elle a dû se faire on faisait par demi-journée. J'ai pas fait les 6. Il m'en reste encore 2 en crédit, tu vois. Mais ça a dû durer, allez, 3 mois, je pense. D'accord. On doit en Ok. faire une par mois. Alors, une par mois de formation vraiment où on est en one-to-one. Ah d'accord, ok. Il y C'est en a one to one, d'accord. voilà. Ah oui, 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 oui. Une par mois, une demi-journée one-to-one. Ok. Je partage l'écran de mon ordinateur Mhm. et on fait ensemble toute la préparation parce que il y a quand même des recherches au niveau graphique sur des niveaux très, comment dirais-je, qui sont respectés soit au niveau daily, soit au niveau, enfin, sur des grosses unités de temps Ok. où on voit des gros intervenants qui interviennent, évidemment. Donc voilà, juste pour faire une sorte de map, de mapper un petit peu le carnet, on reportait tous ces niveaux dans le carnet d'ordre. Mais tout de suite, s'il n'y a pas de niveau, de POC, de VWAP, c'était juste, en gros, ça fait 3 jours que le marché ne va pas au-dessus de tel prix. Voilà, ça on met, ça c'est une grosse résistance, on verra ce qui se passe quand on arrive dessus. Il n'y a pas du tout cette notion de niveau dynamique comme on peut avoir avec des moyennes mobiles, avec des VWAP, etc. C'était vraiment des niveaux fixes, très très fixes. Mhm. Des Et niveaux horizontaux. voilà, des niveaux Mhm. horizontaux et surtout, on recherchait des niveaux, comment dire, où le market maker va être tenté d'aller. C'est-à-dire que en gros, le market maker, il est là pour permettre et faciliter l'échange entre les intervenants. Et dans sa mission, il doit être juste, il doit être fair à tous les niveaux de prix. C'est-à-dire que tout le monde peut entrer et sortir à chaque niveau de prix. Donc, quand il y a des grosses accélérations à la hausse ou à la baisse, il y a un moment donné, quand le jeu sera calmé, le market maker aura tendance à essayer, en ouvrant son spread, en essayant de manipuler un petit peu les ordres limites, pour ramener le marché là où c'est passé trop vite, pour refaire un petit peu d'ordre là où c'était en désordre. Ouais, bien Donc sûr. ça, ces niveaux-là, nous, on les notait, voilà, on les notait dans le carnet. Bah là, Donc des niveaux fixes. on en revient au niveau d'imbalance. Certains d'autres appelleront ça des fair value Exactement. gap, d'autres appelleront ça des single Exactement. print. Ouais. Exactement. Mhm. Voilà. Donc ça, on en prenait connaissance en disant, tiens, euh, il n'est pas très loin, c'est assez facile pour lui de faire bouger le Nasdaq de 100 ou 150 points et d'aller s'occuper de ranger, alors d'aller dans le fair value gap, effectivement, avec tout le truc ICT, etc. Et donc, voilà. Donc, on essayait d'avoir ces niveaux-là pour voir s'ils servaient d'aimant ou si le marché n'y arrivait pas. Et puis, s'il y arrivait, en fait, c'était plus des targets que des zones d'entrée. Mhm. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé pas mal de vidéos ICT, je trouvais le concept intéressant. Moi, je me sens pas. L'anticipation, j'ai beaucoup de mal. Je me suis fait à chaque fois plier dès que j'ai anticipé que le marché allait faire ça à tel niveau. À chaque fois, je me suis fait. Enfin, en tout cas, trop souvent, je me suis fait clapper.
Donc, le côté ICT, j'achète dans la fair value gap parce qu'il vient juste et après il repart. Non. Par contre, s'il y a une accélération baissière, je vais prendre en target la fair value gap. Parce que forcément, il va y avoir soit des intervenants ICT qui nous attendent, soit juste le market maker est content d'avoir amené dans cette zone, il va vouloir faire travailler un peu le marché, et donc le marché a plus de probabilité de freiner là-dedans. Mais voilà, donc plus en target. Donc bref, voilà, en one-to-one, je reviens, je synthétise, one-to-one, préparation de la séance, on essayait de faire aussi beaucoup de macroéconomie. Parce qu'à l'époque, entre les hawkish, les dovish, la Fed, les yield curve et tout ça, enfin, le marché était très, très, très sensible à toutes ces petites déclarations. Il ne faut pas oublier qu'un peu de temps après, il y a un certain Trump qui est arrivé et qui, avec un tweet, pouvait faire décaler Nasdaq de 200 points. Enfin voilà, donc on essayait d'être très au fait de la macro du jour. Et puis après, bah voilà, on faisait ensemble, zéro graphique, que du dôme. Et donc en direct, lui donnait sa vision. Et puis bah nous on essayait enfin moi en tout cas, j'essayais de rentrer en position, d'en profiter. Et donc voilà, donc ça c'était sur des demi-journées entières. Après il y avait le débrief, on faisait 2 heures de trading, 1 heure avant, 2 heures, 1 heure après pour débriefer. Et ça donc à peu près une fois par mois. Et par contre, toutes les semaines, on avait 3-4 heures où on se retrouvait tous et qui voulait, parce qu'on a enregistré, enfin moi en tout cas j'ai fait ça, j'ai enregistré l'intégralité de mes sessions depuis le début. Et donc on balance une session que carnet, on balance la vidéo et puis ensemble on débrief. Et c'est ça qui était, enfin je trouve très très fort avec cette formation, c'est qu'on pouvait sortir une séquence de 3 semaines auparavant, il n'y a pas de graphique, on ne sait pas où on est, on ne sait pas quelle jour on est, on balance le live, enfin on balance la vidéo du live, pardon, et puis cette personne avait quand même cette capacité à pouvoir dire, là t'es rentré trop tôt, t'es trop agressif, moi je serais plutôt rentré là, etc. Et il avait quand même souvent raison. Donc il y avait une vraie compétence, et c'est ce qui m'a encouragé à me dire, il y a une vraie compétence à lire le carnet et on peut vraiment le faire. Il faut juste, comme un forgeron va bosser le métal pendant 10 ans avant d'être bon, ben voilà. C'est comme l'analyse Faut pas graphique. Hein. 10 ans. L'analyse graphique, c'est la Et même c'est chose. comme l'analyse graphique. Ouais. Alors Ouais. pour le coup, là, moi, je parlerai pas d'analyse graphique parce que j'ai essayé, Mhm. mais je me fais avoir complètement parce que je tombe, on parlera un peu après du côté psychologique évidemment, mais moi je peux avoir un biais qui est d'être sûr qu'il va se passer quelque chose. C'est l'analyse graphique a ce problème-là. C'est-à-dire que l'analyse graphique me fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent très très bien. Mais moi, en tout cas, quand j'analyse graphiquement, ça devient un scénario plus que plausible, en fait. Ça devient le scénario qui va se passer. Ouais, ouais. Et je peux devenir têtu. Ouais. Têtu, Enfermé dans un voilà. biais, quoi. Exactement. Ouais. Et toutes les journées où j'ai pris des claques, c'est quand j'avais un biais. Genre, ah, machin de la Fed a dit ça, bon, alors l'inflation va faire ci, les taux vont baisser, donc le marché va faire ça. À chaque fois que j'avais un biais comme ça, je me suis fait clapper. Et j'en suis arrivé à la conclusion que moi, je ne dois pas me mettre dans la position de pouvoir avoir un biais. Je m'interdis ça. Donc moi, quand j'ouvre ma plateforme, je l'ouvre ça ouvre à 8h, à 9h30 heure US. Je l'ouvre à 28. Je regarde 2 minutes les gros horizons de temps, 30 minutes pour voir ces gros niveaux. Et c'est tout. Et l'open arrive et je regarde que le dôme. Parce que comme ça, je suis sûr d'avoir en fait aucun biais. J'ai un repère spatial, mais pas de biais. Et c'est pour ça que le carnet me convient très très bien, parce que je trade ce que je vois dans l'instant T. Et si dans l'instant T j'ai tort, bah j'arrête. Mhm. Tu vois. Et donc aujourd'hui, tu trades uniquement au carnet ou tu as passé à autre Uniquement au chose? carnet. Et est-ce que Uniquement au carnet. et est-ce qu'à l'époque où tu as suivi cette formation et où tu as commencé du coup à trader avec, on va dire, les bons principes, les bons mécanismes et tout ça, est-ce que les propres firmes existaient déjà? Ah, il y avait Lilou qui existait, Top Ouais. Step. Ouais, les Et à premières, l'époque, historiques. ouais, à l'époque, Top Step, Et Profit euh, aussi. il fallait 3 phases où c'était un cauchemar. C'était hyper compliqué. Fallait je sais plus combien, 30 jours de trading. Enfin, c'était vraiment pas évident. Mhm. Et non, parce que
moi, je suis très enthousiaste dans la vie, toujours optimiste. D'accord. Donc, bah non, j'ai repris un compte réel. Ouais. Mais non, ça y est, Bah oui, j'apprenais. Donc, t'as les bons il y tips, donc il n'y a pas de a, raison. et voilà. Mais tu vois, souvent quand j'entends dans tes podcasts, tu poses la question de savoir maintenant, quel conseil je donnerais au plus jeune Christophe qui commence il y a 4 ans maintenant? Franchement, aucun. Refais les mêmes conneries. Parce que pour moi, il n'y a que en faisant. Alors après, faut pas être têtu. Oui, Mon grand-père était très sage. Il me disait, tu as le droit de faire toutes les erreurs dans ta vie, mais jamais 2 fois la même. et oui, 2 fois la même, c'est que t'es con. C'est que et t'as oui. pas tiré la leçon de la première. Je mets un petit peu d'eau là-dedans, je nuance un petit peu. Il y a certaines erreurs qu'on doit refaire beaucoup de fois pour qu'elles fassent beaucoup de fois mal, pour qu'à un moment donné, on sorte du schéma. Ça, c'est mon avis. Tant mieux si les gens arrivent dès la première erreur à corriger, c'est extraordinaire. Moi, j'y arrive pas, mais c'est pas grave, On est deux. parce que j'y arrive sur le long terme. Voilà. J'ai souvent fermé ma plateforme en disant mais putain, c'est fou d'être aussi con que ça. Ça fait 10 fois que je me fais avoir par cette condition de marché. Ça fait 10 fois que je fais la même connerie. Est-ce qu'un jour je vais apprendre? Le prix à payer des erreurs est proportionnel, il me semble, à la souffrance que ça provoque chez toi. En tout cas, chez moi. Je vais parler pour moi. Et c'est pour ça que les comptes réels j'ai reperdu de l'argent et ça m'a beaucoup aidé parce que justement, ça fait mal. Et donc, ça force à changer. J'ai eu une phase à un moment de propre firme, notamment Lilou, qui faisait des promos à tire-larigot. Je sais pas, Lilou, j'ai dû être pas loin de 300 comptes. 300 comptes, mais en fait, t'apprends pas. Je gamblais pas forcément dans le sens all-in sur un trade. C'est pas ça. C'est que je tradais, je faisais des mauvais trades, il n'y a pas d'autre mot, mais le compte, il saute. Ok, à l'époque, je sais pas, tu payais 20 balles le compte. Moi, j'étais ostéopathe à côté, je rachetais un compte. C'est pas, c'est pas un problème. Donc la douleur ne fait pas assez mal, il me semble, pour te forcer à bouger. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'interprète ce qui s'est passé. Et quand je repassais un moment, je réussissais sur les propres firmes, puis Lilou, c'était 30 jours de trading, c'était un payout par mois, j'avais de la merde. Je vais pas arriver à plus 9 000 ou 10 000 pour avoir un 1 500 de payout. Je repasse en réel. Et ça se passait bien. Ça se passait bien, le compte il montait, et puis d'un seul coup, ça se passe moins bien, je fais une erreur. J'ai eu même des problèmes je les cite, je suis AMP, j'ai toujours un compte chez AMP, et j'avais un compte Titi. J'utilisais Trading Technology comme plateforme, avec soi-disant un hard stop en dur, dans le broker, dans le machin. J'ai eu 3 fois des ordres où je pouvais pas sortir. J'étais en position, ça s'est pas déclenché. Et alors là, pour aller choper le service client AMP en panique sur du Nasdaq en mini, là, on perd des points de vie, hein. Et avec, je me souviens encore très bien, une fois dans le chat, je parle en majuscule parce que c'est urgent. Et le mec, il me dit, est-ce que vous pouvez arrêter de me crier dessus? Sinon, je ne réponds pas à votre attente. J'en rigole maintenant, mais sur le coup, j'étais vraiment en colère. Donc bref, donc même avec tout ça, il y a des leçons. Ton hard stop en vrai chez AMP, machin, de temps en temps, il peut y avoir un bug. Et en fait, ces leçons-là, elles te disent que le trading, non seulement c'est dur, évidemment. Deuxièmement, moi, je pense maintenant à 90%, c'est psychologique. Parce que de tenir ses règles, etc., c'est uniquement du psychologique. Et troisièmement, il faut accepter quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que si tu restes dans le ressenti, la colère, parce que ton hard stop n'a pas fonctionné, c'est fini. Tu as tes 10 prochains jours de trading qui vont être biaisés par ta colère, par ton esprit de revanche, etc. Donc je pense que pour réussir au trading, il faut accepter l'improbable et accepter que tout, mais vraiment tout peut arriver. Et quand ça arrive, ça arrive. Tu sais que ça n'arrivera pas toutes les semaines. Tant pis. Tu vas faire de la boxe taille, tu vas méditer, tu fais ce que tu veux, mais tu passes à autre chose. Et ça, ces leçons-là, je les ai eues avec le live, pas avec les propres firmes. Ce qui est dangereux aussi, toi on en reparlait, parce que le coût des 300 comptes, ça représente énormément de monde. Parce qu'en fait, sur le moment, lorsque tu crames une éval, surtout si tu la crames parce que à cause d'un tilt ou etc., tu vas dire bon allez, je reprends une éval, c'est pas cher, c'est 20 euros.
Mais à la fin de l'année ou à la fin des 2 ans, lorsque tu fais l'addition de tout ce que tu as dépensé en éval, bah t'es pas loin d'avoir un petit compte live sympa, quoi. Sauf que la douleur est moins forte parce que tu fais ça au goutte contre goutte, tu fais pas ça Ah non, mais d'un coup. puis il y a zéro douleur. Mais enfin, moi, je vais parler pour moi. Il y avait zéro douleur. Je prenais un bundle. J'ai atteint 300 comptes parce qu'il y avait des bundles aussi. Lilou fait des bundles. Donc alors là, tu en achètes 5 d'un coup. Voilà. Donc, t'en as des malins qui en mettaient sur une news all-in dans un sens, all-in dans l'autre. Ils ont validé un et après, voilà. Moi, je suis sûrement un petit peu con pour ça. J'ai dit non, je vais trader. Bon, je l'ai fait quand même une fois ou deux pour voir. Mais sinon, non, parce que moi, je veux après obtenir des payouts. L'objectif après, c'est de repasser en réel. Donc, je ne veux pas développer des aptitudes de gambler parce que je pense que sur le long terme, ça ne paie pas ses fruits. Au court terme, je ne dis pas, hein, parce qu'il y en a qui ont gagné beaucoup de sous comme ça. C'est pas mon cas. Mais bref, les bundles, ça me compte. C'est-à-dire que la douleur, elle est inexistante. T'attendais un moins, alors sur les bundles, ils pouvaient faire du moins 40, moins 50, moins 60%. T'avais 5 comptes pour, je sais plus, 80 balles. Ouais, 15 balles le compte. Et surtout que pour perdre un compte, donc pour perdre 15 dollars, en réalité, tu as fait sauter le compte. Donc si c'est des 50K, tu as fait sauter 2500 dollars. Donc instantanément, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres traders, mais moi, mon cerveau, tout de suite, il faisait le comparatif. Bah, tu t'en fous, tu n'as pas perdu 2005, tu as perdu 15. Donc la douleur, elle était mais inexistante. Par contre, sur ton compte réel, quand tu fais un tilt, que tu fais une connerie et que tu avais un hard stop, moi c'était le cas à 800 dollars par jour, et que le hard stop ne fonctionne pas, et que quand tu appelles à MP, tu es à moins 1007, la douleur, elle n'est pas la même. Elle est vraiment pas la même. Coup de bol, le marché revient, je dois sortir à moins 900 sur cette journée. Donc finalement, tu arrives à te dire, ça aurait pu être pire, parce que j'étais vraiment bloqué dans le mauvais sens du marché à un moment donné. Mais cette douleur-là, qu'est-ce qu'elle apprend? En fait, arrête de compter sur le hard stop. Tu dois être capable psychologiquement d'arrêter avant. Et c'est là où j'ai commencé ma deuxième type de formation, qui est peut-être la, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais en tout cas qui m'a beaucoup aidé, c'est la formation en psychologie. Au jour d'aujourd'hui, pour faire un raccourci, 4 ans après, enfin 3 ans de formation en méditation, etc., je n'ai plus de hard stop du tout, ni dans rythmique, nulle part. C'est la base. Normalement, tu dois pouvoir être suffisamment lucide pour te rendre compte que tu es dans le mauvais sens et sortir sans avoir l'impression d'avoir été blessé ou enfin de complètement décorréler ton émotion du trading. Et en fait, parce que le hard stop endure chez AMP ou le hard stop sur rythmique ou le hard stop chez Tradovate, etc., moi, je parle que pour moi, me mettait dans une situation de je peux faire n'importe quoi, de toute façon, j'ai un hard stop. C'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais en tout cas, ça ne m'obligeait pas à travailler sur le fait t'es dans le mauvais sens, sors, appuie sur le bouton, liquide, Flat all. flat all, and cancel all, et va faire autre chose. Et moi, j'avais même fait une sorte de, je sais pas si on peut parler de prière, de méditation, de machin. J'ai écrit un truc, et le refrain, c'est sois fort et liquidate. C'est pas un mantra que ça s'appelle, ça? Quand tu fais un truc Ben comme c'est ça, Ouais. voilà, un mantra que j'ai lu pendant très longtemps avant chaque séance. Et c'est tout con. Et je mettais des trucs extrêmement précis. Si dans le carnet tu rentres à tel niveau et que instantanément le niveau n'est pas rejeté, sois fort et liquidate. Si tu rentres à tel machin et que tu vois un gros acteur qui commence à aller contre toi, sois fort et liquidate. En fait, d'essayer de liquidate avant que ça soit la cata, et une fois que tu es en cata, tu perds tes moyens, tu veux faire du DCA, et attention, hein, ça m'arrive encore de temps en temps. Ouais. Je ne suis pas complètement vacciné, mais là, sur les 3 derniers mois où j'ai tradé, j'ai eu une journée comme ça par mois. Ouais. Où là, ça pète un plomb, et puis voilà. Donc une journée par mois, ça va. Et donc, si tu es trader, donc là aujourd'hui, trader carnet, trader sur indice, tu trades toujours le Nasdaq ou tu es sur autre chose? Toujours le Nasdaq. Toujours le Nasdaq. Et de plus en plus le Nasdaq. Non, mais j'ai essayé d'autres choses. Mais en fait,
chaque carnet a sa personnalité, sa respiration. Et je vais faire beaucoup d'analogies avec des humains. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, son humeur, Mhm. son côté, Chien on va fou. dire colérique. Voilà, chien fou ou pas. Et en fait, ça, il n'y a que en restant, en tout cas pour ma part, en restant des heures devant que tu apprends à connaître ton indice. Et allez, de temps en temps, comme j'ai un carnet de l'ES à côté, de temps en temps, je passe des trades sur l'ES, mais quand il y a une grosse décorrélation. Exemple, ça m'est arrivé il y a 2 jours, j'ai passé des trades sur de l'ES parce que l'ES était vraiment plus fort que le Nasdaq. Le Nasdaq était super faible et on était sur un bottom et il semblait dans le carnet avoir de l'absorption au bid. Donc les acheteurs étaient toujours là. Sauf que acheter le Nasdaq alors qu'il est super faible, qu'il n'a pas encore cassé ses plus bas, je suis pas chaud parce que surtout le Nasdaq, il va peut-être aller chercher un peu de liquidité en bas avant de repartir. Donc là, je suis rentré sur de l'ES. Voilà, c'est dans des cas, mais parce que l'ES, il est pas trop difficile à lire. Mais je m'arrête là. J'ai essayé de faire du Russell. Oh, le cauchemar. J'ai essayé de faire du dos. Pourquoi pas? Mais de temps en temps, il a des accélérations que je ne comprends pas, en fait. Bah, Donc, Le Russell et le Nasdaq. Do, à mon sens, c'est plus des actifs chartistes. Parce que quand il commence à partir dans un sens, comparé au Nasdaq où il fait des allers-retours, des gros excès, des mèches, Ouais, etc., le Russell, lui, quand il commence à prendre une tendance, et le Dow Jones ouais, il aussi, hein, traîne, ah ouais. bah il y va quoi. Ouais, Tu c'est vois, vrai. il chute, Ouais, il chute, il chute, il chute, tu l'arrêtes plus. Alors que le Nasdaq, bah lui, il va chuter, il va arriver sur un point important, à un niveau, quoi. Tout simplement, bam, il va nous faire une grande réaction dessus. Donc, toi, c'est deux choses différentes. C'est comme tu dis, c'est deux personnalités différentes. Et le plus important, c'est comme tu dis, c'est bah, de connaître par cœur ton. d'avoir un avantage, de développer un edge à ton horaire de trading, avec ton instrument, chartiste, carnet, peu importe, mais d'avoir suffisamment confiance en tes outils pour rentrer en position et surtout en sortir. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai essayé de suivre un peu le Russell et le Do et j'ai vu ce que tu vois. Et moi, en fait, ça me perturbe parce que euh, j'ai longtemps bossé contre le FOMO Oui. parce que j'étais un FOMO boy à fond. Mhm. Et un FOMO boy sur le S ou le Nasdaq, eh ben, c'est pas bon. Comme tu dis, il y a des pullbacks, il y a des zigzags. Donc, FOMO sur ces deux indices-là, c'est vraiment pas une bonne idée. Et donc, quand je me suis retrouvé et j'essaie de me vacciner contre le FOMO, je vais voir le dos. Bah lui, on peut peut-être FOMO. Parce qu'une fois il glisse tellement, il va tellement de façon franche dans sa direction que même en faisant un petit FOMO, tu arrives à t'en sortir. Bon, bah, c'est trop contradictoire. Ça va maintenir un comportement que je veux bannir. Ouais, je vois ce Donc, que j'ai tu veux dire. arrêté le dos et le Russell. D'accord. Tu vois? Parce que plus, on en parlera peut-être un peu avec la psychologie si tu veux, mais en fait, moi, je pense qu'il faut trouver l'instrument qui correspond à sa personnalité et à son style de trading. J'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais je vais donner un exemple hyper concret. Le fait que le Nasdaq fasse des zigzags, moi, ça m'arrange parce que ça me permet de lutter contre mon FOMO. Donc, quand le Nasdaq il décale et que je suis pas dedans, Il je me dis, revient, tu peux re-rentrer. sois patient, Hmm. exactement, sois patient. Par exemple, en ce moment, le Nasdaq, à des moments, il dévisse à la baisse très violemment, très très violemment. Soit je vois le tape et les ordres qui commencent à s'alérer et je commence à voir de l'absorption à l'asque sur les plus bas et tu dis, tiens, il y en a un qui veut faire craquer. Allez, j'essaie de me rentrer avec lui avec un stop serré et on verra bien ce qui se passe. Et là, s'il dégueule très fort, très bien, je suis déjà dans le trade. Ouais. Si j'ai raté, j'ai pas réussi, le temps que je vois, le marché a déjà décalé, pas de problème, j'attends. Ça peut être 10 secondes, 15 secondes, et quand tu as le Nasdaq qui vient de dégueuler de 50 points, tu te dis, bah tant pis, je ne suis pas dedans. Et le Nasdaq, à un moment, il va revenir, et je vais attendre de voir mon setup au carnet d'ordre, d'absorption, de réaction, etc. Et là, je rentre. Et là, je suis hyper serein, parce que j'ai vu un niveau dans le carnet où les vendeurs réattaquent, donc je rentre avec eux. Mon stop, il est juste au-dessus de ce niveau. Si les vendeurs perdent leur combat parce que les acheteurs sont plus forts, eh ben, tu as une réintégration. OK, j'ai pris un petit stop, voire j'ai reverse. Et si le marché continue, bah, je suis rentré à un super point. Donc, Hmm. plus besoin de FOMO.
Mais sur le Russell et sur le Dow, il n'y avait pas ces pullbacks. Donc, il y a un moment donné, c'est humain, tu dis, ah, fais chier et tu markettes. Et c'est jamais une bonne idée. Voilà, donc bref, trouver des instruments qui correspondent aussi à te mettre à l'abri de tes mauvais comportements. Donc, moi, ce que j'essaie maintenant en tradant, c'est, je parle maintenant, quand je me prépare à trader, je parle de mon capital mental et émotionnel, plus de mon capital sur mon compte. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je vais arrêter une séance de trading assez vite parce que je suis fatigué, parce que le marché m'a tellement lessivé ou frustré que je sens que j'arrive à un point où je vais pas tenir en fait. Donc je préfère arrêter. Puis je pense que le niveau de fatigue est nettement supérieur quand tu fais du carnet parce que le visuel est pas du tout le même pour les yeux déjà. Oui, c'est vrai. Au début, je pouvais faire que 10 minutes de carnet, pour être honnête. Après, pouf, la concentration saute. Et ça, par exemple, ça devenait un de mes tips pour savoir quand arrêter. Qu'est-ce que le carnet a fait dans les 10 dernières secondes? Est-ce que Mhm. tu peux le dessiner à la main, ce qu'il a fait? Non? Ouais, Bah, ça veut dire que t'as lâché. tu le lis plus. Et au Ouais. début, c'est 10. Maintenant, je peux trader 2 heures sur le carnet. Je vais faire des petites pauses, mais je peux faire 15, 20, 25 minutes intenses. Ça me prend beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de focus. Et en plus, j'ai mis d'autres outils. Euh, j'ai paramétré mon tape. J'ai paramétré certaines choses dans le carnet qui me permettent de voir plus facilement les choses. En tout cas, ce que moi je recherche. Travaille sur quelle plateforme? Carnet, je ne peux que conseiller Syrah. Et j'ai une licence Jigsaw, j'ai tout essayé. Mais on pourra en parler un peu plus tard si tu veux. Syrah, et en plus, j'ai ajouté là depuis un mois un add-on que je connaissais avant quand j'utilisais Jigsaw, qui est Price Walk, qui est en fait une version sonore du carnet. Je vois ce que tu veux Pas dire. du carnet, pardon, du tape. Du Mhm. tape. Et ça aide beaucoup. La plateforme te parle, quoi. Exactement. Alors ça fait des bruits de canard qu'on égorge, c'est abominable, mais c'est pas grave parce que tu prends cette habitude et tu vois, en tout cas, moi ce que je trouve le plus important dans le carnet, c'est de voir la respiration du jour du Nasdaq, de voir comment il reprend son souffle, comment il revient en arrière, et en fait ça te donne voilà son comportement du jour. Est-ce qu'il décale de 20 points puis il remonte de 5? Est-ce qu'il décale de 50, il remonte que de 5? Est-ce qu'il décale de 20, il remonte de 20? Et ça, en fait, tu le vois avec le tape, avec les intervenants, les gros intervenants qui réagissent. Et donc, ça te donne comme ça cette respiration et ça t'aide à rentrer sur des points, des pullbacks, des choses comme ça t'aide. Et ben, j'avoue que d'avoir en sonore, ça aide encore plus. Parce qu'à des moments, je regarde à peine mon tape, je me concentre sur le bruit et le dôme. Bref, on essaie d'avoir des petits avantages, des petits. Il y avait aussi il y avait Financial Juice qui avait fait un truc comme ça sur je sais plus comment ils appellent ça. Ils ont sur leur site, tu peux activer celui de l'ES et tu peux, moyennant 99 balles par mois, avoir Tick Strike. Ah Chercher en oui, même temps son nom. d'accord, je vois ce que c'est. Ouais. Tick Strike. Pourquoi pas? J'ai pas trouvé la même efficacité que Price Quote, parce que Price Quote, c'est pas simplement. Alors, Tick Strike, c'est les actions qui. On peut mettre toutes les actions ou les actions majeures qui Qui composent drive. le Nasdaq. Ouais. Donc, voilà, qui drive. On va dire Meta, Amazon, Facebook, Apple, etc. pour le Nasdaq. Price Quote, c'est vraiment le carnet du Nasdaq futur. Donc, c'est pas tout à fait la même approche. Je dis pas que Price Quote est meilleur. En tout cas, moi, ça me correspond plus. Parce qu'on peut aller très très loin dans la granularité de ce que tu veux, quand est-ce que tu veux déterminer que ce sont des blocs et tout. Et en plus, ils ont une version un peu auto, c'est-à-dire qui fait un peu une moyenne des volumes qui s'échangent à un instant T, et donc il détermine automatiquement que tant de volume, ça correspond à un bloc. Et franchement, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, ça m'aide. Mais il y en a qui supportent pas d'avoir du bruit quand ils trade, ils deviennent fous avec ça. Ah bah après, de toute façon, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que avec la multiplication des outils techno sur toutes les plateformes, que ce soit au niveau pour protéger son trading, pour gérer son risque, pour trader, semi-automatiser son trading, il existe plein de choses.
et qui sont configurables dans tous les sens. C'est vrai que tout le monde peut y trouver son compte. Si on y passe un peu de temps, tout le monde peut trouver quelque chose qui va lui correspondre. En termes de fréquence de trading, aujourd'hui, c'est-à-dire que tu vas, par exemple, sur une journée, sur une session, tu peux être amené à prendre combien de trades? Est-ce que tu es plutôt sur du scalping, j'imagine? Ah, moi, je suis de l'ultra scalping. Ok, ça pourrait aller chercher combien de ticks à peu près? Oh, mais alors, tu vois, je ne. Ça aussi, j'ai sorti ça de ma tête. Je ne compte plus en ticks. Je compte en ça, c'est une entrée. Et quand le carnet me dit ça, tu sors. Ah ok, je vois. Et si tu sors En et que tu es en setup, quoi. perte de 3 points, Tu comptes en setup. exactement. Ouais, Exactement. Tu sors avec 3 points de perte. ok. Si tu sors que tu as gagné 5 points et que derrière il en prend 15, tant pis. Tu es sorti avec ton setup. Et donc, en fonction de la volatilité, en fonction si le Nasdaq est en train, en fonction. En gros, moi, je me pose, on va dire, 3 grandes questions existentielles pendant les 2-3 premières minutes de l'Open. 1, quel est le volume d'activité? S'il n'y a pas de volume, moi, je ne veux pas trader. Parce que le market maker va être le roi dans son jardin et il va faire toutes les saloperies, il va te faire des fakes dans tous les sens. Et comme tu disais justement le Nasdaq zigzag, voilà, t'es foutu. T'es foutu parce que tu vas faire des fades, mais de temps en temps, le market maker, il va laisser partir. Et donc, d'un seul coup, tu vas prendre un stop monstre. Et puis, quand tu vas faire ton fade, de toute façon, il va osciller entre 3 et 7 points, donc tu vas rien gagner. Voilà, donc ça, premier truc. Est-ce que les intervenants sont là? Est-ce qu'il y a du monde à venir trader? Deuxièmement, est-ce que le market maker tient son marché ou pas? Il peut y avoir du monde, mais que le market maker tient très bien son marché. À ce moment-là, ça ne sera pas des stratégies de breakout que je ferai, par exemple. Et troisième grosse question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a clairement un trend ou pas? Quelquefois, à l'open, surtout en ce moment, de temps en temps, tu as des trends de baissier quand même très costauds. Et à ce moment-là, évidemment, je m'interdis d'acheter, je fais que vendre. Et donc, en fait, en termes de setup, tu vois bien que s'il y a un trend, mais je vais risquer 3 points, 4 points, mais je vais en gagner 15, 20, 30, tu vois. Donc, je vais accepter peut-être de prendre 3-4 pertes à 3 points pour en gagner 1 à 30. Mais quand il n'y a pas de trend, je vais peut-être avoir des targets à 5 points, 7 points, 10 points max. Donc, c'est pour ça que je ne compte pas en tick. Parce que ça, c'était une des erreurs que je faisais avant. Du coup, ton avantage, c'est plutôt le win rate ou le ratio? Ah, moi, c'est clairement le win rate. Ouais. C'est les deux. Alors, quand tout se passe bien, j'ai un win rate au-delà de 85% et j'ai un RR de 3 ou de 4. Mhm. Et là, c'est des journées très bonnes, extrêmement frustré à cause de cette saloperie de règles de consistance sur les propres firmes. Ouais. Ça, c'est un autre truc, on pourra en parler plus tard. Mais par exemple, il y a 2 jours, journée hyper facile pour moi, je dois avoir 87% de win rate. Et je dois avoir, je sais pas, moi je trade en micro sur le Nasdaq, sur Earn to Trade et Blue Sky, et je trade tout en micro. T'es en micro? Ah, d'accord. Ouais, en micro. Ouais, en micro parce que je prends des petits comptes. D'accord, ok. Et aussi parce que je suis confortable psychologiquement. C'est Ok. très con. Ouais. Mais le micro, je vais rentrer en pause, le marché va décaler de 5 points contre moi, mais je ne vais pas voir une raison de sortir dans le dôme, je ne sors pas. Ouais, En ouais. mini, en mini, je panique, je fais un petit coup de DCA, tu vois, c'est psychologique encore une fois. Donc oui, je suis en micro. Oui, les commissions peuvent coûter très cher. Mais donc il y a 2 jours, pour faire synthétique, je sais pas, j'ai dû faire 400 balles sur tous les comptes. 400 balles, mais quand tu dis micro, tu en prends que un seul ou tu en prends plusieurs? Ah non, 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 je devais avoir. Écoute, je vais arrêter de dire je devais. Comme je garde trace de tout, laisse-moi 2 secondes, j'ouvre mon journal de trading, ça va être extrêmement simple, comme ça on va être très factuel. Et Earn to Trade, 60 trades, 529 en brut, 417,40 en net. Win rate, 73,33. Et ça, c'est sur quelle tranche de temps horaire? 1h14. Ouais, c'est incroyable. Ouais, donc t'envoies. En fait, tu te dis, bon, j'imagine que t'as un rythme de vie apaisé, tout ça, et puis quand t'es devant ton truc, ça envoie, quoi. En fait, oui, ça envoie parce que ça fait 4 ans que je fais ça et ça fait 1 an vraiment que je me force à faire ça. C'est d'entrer et de sortir à chaque setup qui se présente. Mhm, mhm. C'est devenir presque une machine. Pas d'interprétation.
aucune interprétation, surtout pas d'interprétation. Surtout pas. Je vois un algo acheteur, je rentre avec lui. Si l'algo acheteur il est sur un haut de range, ok, technique de breakout, mais déjà mon stop il va être serré et surtout mon stop va être un stop reverse. Parce que c'est bien gentil que l'algo il achète en haut d'un range, mais c'est pas pour ça que le range va péter. Par contre, s'il pète, tous ceux qui ont vendu depuis 15 minutes à chaque fois que ça arrive en haut du range, il y a une chasse au stop et je vais profiter de cette volatilité. Donc par exemple, je vais rentrer avec 1 ou 2 micros en haut, et par contre, je vais faire un reverse entre 4 et 8. Et en fait, je ne vais pas rentrer d'un coup mon reverse. Je vais voir ce qui se passe dans le carnet. Si le gars, il continue à acheter, et que l'autre, il continue à absorber le vendeur, c'est là où je vais augmenter, non pas mon breakout, mais je vais augmenter mon reverse. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien un des deux qui va lâcher. Et quand il y a un des deux qui va lâcher, il y a forcément un qui va se retrouver coincé. Et donc, en fait, j'essaie de trader avec de l'énergie qui s'accumule dans le carnet. Tu vois ? Mais par contre, si on est en bas du range et que je vois l'acheteur qui absorbe tout, je vais me mettre avec lui. Mais j'aurai un stop sous les plus bas, mais un stop. Surtout pas un stop reverse. Et certainement pas un stop reverse sur le Nasdaq sur un bas de range. Parce que même s'il le pète, il y a 8 chances sur 10 qui réintègrent instantanément. T'es quand même dans quelque chose de maîtrisé. J'essaye. Et plus je me mets dans des contraintes claires, nettes, avec aucune interprétation possible, moins ton émotionnel va rentrer en jeu. Et donc hier, ça a été catastrophique, mais c'est marrant parce que hier, l'ouverture de marché, quand j'ai ouvert ma graphique, j'ai fait « Est-ce que tu es sûr que tu veux trader, Christophe ?» On était parti l'avant-veille, le 23, des plus hauts, on a fait une purge phénoménale, et là, on ouvre en plein milieu du range. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire le market maker ? Il va distribuer, sauf s'il se fait à nouveau agresser comme pas possible, mais il va. Et là, les zigzags, ils vont être énormes. Et je me suis posé la question, et je me suis dit, non, tu sais qu'il va potentiellement se passer ça. S'il se passe ça, tu en tires les conséquences et tu fais en sorte. Quel est ton historique au niveau des propres firmes ? Est-ce que tu as eu des grosses sessions où tu avais plein de comptes en copie, par exemple chez Apex, tu as fait énormément de cash ? Non, je n'ai pas du tout eu de très gros payout avec plein de copies, etc. Parce que j'ai commencé chez Apex, j'ai eu un payout chez Apex de $2000. J'ai commencé à avoir à un moment jusqu'à 15 PA chez eux, tous les plus petits, ceux où il faut faire 1500, et je tradais en micro, les 25K, et puis tous en copie. Et là, j'ai découvert, surtout pour ce que je fais, le côté catastrophique du copy trading sur que ça soit Replicanto ou Apex Copier sur Ninja. En fait, le principe, c'est qu'il y a un compte maître et d'autres esclaves, et donc ça part sur le compte maître et après ça copie. Donc ça, c'est bien si tu as 5 minutes avant identifié un niveau, tu mets ton ordre limite, tu mets ton ordre stop. Mais moi, au carnet à rentrer sortir, c'était une catastrophe. Ah, au marché, c'est plus compliqué sur les copieurs. Hein. Voilà, mais même si j'entre en limite et que je sors en limite, quelquefois, mon ordre limite, je le pose et le marché va le taper dans la seconde qui suit. Et quelquefois, quand tu as beaucoup de comptes, tu en as qui sont en position, d'autres pas d'autres. Donc quand tu sors, ça met d'autres comptes qui étaient scratch en position inverse. Et je me suis retrouvé avec des galères sans nom à flatter. Tu fais un scalping très agressif comme le tien, le copy, c'est limite déconseillé, hein, c'est clair. Hein. C'est plutôt trade of eight ou rythmique ? Alors, presque ni l'un ni l'autre. J'ai mis $150 sur mon compte AMP en live. J'ai activé Denali, qui est le flux de data de Sierra Chart, et Téton. Téton, c'est l'order routing. Et une fois par mois, de toute façon, j'ai une instance de Sierra juste pour avoir mes graphiques, et eux, ils sont tout le temps connectés sur AMP Téton et avec Denali. Comme ça valide le fait que j'ai le droit d'avoir Denali pas très cher, parce que sinon tu paies très très cher. Et en fait, j'ai paramétré d'autres instances de Sierra Chart pour soulager mon CPU. Et l'instance Dome, elle se connecte d'abord sur Denali, puis après je connecte sur Rhythmic. Et c'est pour ça que je réponds à ta question. Je ne peux pas avoir trade of eight
Il n'y a que Rhythmic qui est compatible avec Sierra Sharp pour ça. Et en fait, dans ta fenêtre de configuration de data, tu peux mettre juste l'order routing ou aussi le flux de data et ou l'historique. Et en fait, si tu remplis que l'order routing, Rhythmic prend en charge uniquement l'order routing. Et donc, fini les bugs de flux de démo qu'on peut avoir sur les profils. Ouais, c'est quelque chose, Moi, nous, au sein de TPF, qu'on a beaucoup mis en avant, ça. Que ce soit, parce que dans ouais. toutes les boîtes, tu as une solution comme ça. Par exemple, chez Ninja Trader, tu as la solution, tu peux aller chez Interactive Broker, tu peux aller où tu veux, comme broker. Mm-hmm. Et tu as la possibilité de même prendre des flux chez Kinetic. Et là, c'est pareil, c'est exactement la même chose que Dinali, c'est-à-dire que tu passes en prioritaire tes flux live pour trader tes flux rythmiques, quoi. Bon, super. Moi, j'ai découvert ça chez Sierra. C'était pas très cher. Il n'y a rien à faire côté AMP. Parce que moi, à un moment, j'avais Ninja, même en broker, en live. Et en fait, t'as AMP qui prend une partie des sous pour l'abonnement au flux. Moi, j'avais une licence Ninja, donc j'étais pas premier de toi. Mais ça, moi, l'avantage avec Sierra et Denali, c'est qu'AMP me prend plus rien, parce que je paie directement Sierra. Donc, en termes d'organisation, je trouve ça simple. J'ai mis une fois $150 qui n'ont pas été prélevés. Il y a des connexions, donc le compte est maintenu, et après, je m'occupe que de Sierra Chart. Mais super, s'il y a des solutions comme ça chez les autres, c'est génial, parce que c'est un des gros problèmes, encore plus au carnet d'ordre, encore plus avec le Nasdaq, c'est quand il y a de la volatilité, si ça se met à friser ou à bugger, Ouais, puis il y a eu une c'est une période, catastrophe. c'était vraiment compliqué. Hein. Surtout chez Apex. Hein. Ouais, ouais. Moi, Apex, j'ai laissé tomber 15 PA. J'y ai pu toucher. Ouais. Parce qu'à un moment, le flux était ingérable. Ouais. Ingérable. Ingérable, plus leur changement d'ordre, leur changement de Tout règles. ça. Ouais. Bon, de toute façon, Apex, ils ont pris cher. Là. Mais, Ouais. et là, donc aujourd'hui, FTT, Blue Sky, Earn to Trade. Et donc, tu es toujours. Le trading, c'est pas ton activité full-time. Là, aujourd'hui, tu as toujours ton activité d'ostéo à côté. Alors, voilà, je me suis expatrié au Cambodge. Parce que déjà c'est dur de gagner des sous sur le trading. Mais si en plus, tu dois payer tout ce que tu dois payer en France, c'est pas possible. C'est un jeu à somme négative. J'ai entendu que tu peux te mettre auto-entrepreneur, auto-ceci, mais quand tu as 20-25% de taxes sur des bénéfices, quand tu vois déjà comment c'est dur de sortir de l'argent, c'est pas possible. Donc, alors c'est pas que pour ça que je suis au Cambodge. On est au Cambodge en famille. Je voulais que mes enfants découvrent une autre culture, s'ouvrent sur l'Asie, parce que mon intuition, c'est que ça va plutôt se passer de ce côté-là sur les prochaines années. Donc, je veux que mes enfants, voilà, fassent du réseau, ouvrent les yeux, voyagent en Asie. Et donc, oui, je suis encore ostéopathe. Mais, alors, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas beaucoup d'impôts au Cambodge. Mais je gagne beaucoup moins parce que forcément, j'ai pas de cabinet depuis longtemps. J'ai vu une interview une fois de Tony Parker sur YouTube. Vous pourrez la retrouver assez facilement. Il dit une phrase que j'ai trouvée vraiment, vraiment, en tout cas, ça m'a parlé. Il dit, pour réussir dans la vie, il faut pas avoir de plan B. Et en fait, ça m'a vachement, enfin, ça a résonné en moi. Et je me suis dit, tant que tu es en France, tu vis très bien comme ostéopathe. Quelle est ta motivation à réellement changer ton comportement en trading? T'as pas besoin de ça pour vivre en réalité. C'est fou parce que bien sûr que de gagner 10 ou 20 000 de plus par mois ou plus encore, évidemment que ça, c'est extraordinaire. Mais en fait, ton inconscient, il marche pas comme ça. Ton inconscient, lui, il a une petite routine, il a un petit quotidien. Et s'il est en équilibre avec ça, qu'est-ce qu'il va perdre comme énergie à accepter autre chose, y compris plus d'argent? Mhm. Parce que c'est Mhm. stressant de gagner plus d'argent pour l'inconscient, tu vois. Et donc, le fait d'être au Cambodge, ça fait 2 mois que je suis au Cambodge, comme par hasard. En un mois, j'ai amené l'intégralité de mes FTT jusqu'au payout. D'accord. Et j'ai eu un jour rouge dans le mois d'août, un jour rouge dans le mois de septembre, comme Ouais, par t'es hasard. vraiment plus focus. Mais Ouais, ouais. bien sûr, mais bien sûr. Alors, on pourrait dire ça met une pression, mais je pense que je suis à un stade de mon développement de trader où ça ne me met plus une pression négative. En tout cas, c'était complet. Bah, en fait, au final, on a parlé psychologie, finalement. On a parlé de conseils que tu donnerais, parce qu'en fait, c'est venu tout seul.
tout au long du podcast. Donc, j'ai pas forcément la peine de te reposer les questions. Et est-ce qu'il y a un petit truc que t'aimerais rajouter avant qu'on clôture? Moi, grosso modo, ce que j'ai mis en place, c'est de la méditation tous les jours. Moi, je suis D'accord. quelqu'un à la base qui vient des arts martiaux, niveau national. J'ai fait des compétitions nationales. Euh, Après, j'ai Quel fait sport exactement? du kung-fu. Kung Fu, d'accord. J'ai fait du kung-fu. Après, j'ai commencé un peu de MMA, mais comme ça, pour moi, pour m'amuser. J'ai fait 7 ans de CrossFit. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je suis travailleur indépendant. Je sais pas si vous connaissez le CrossFit, mais il y a pas beaucoup de sports plus durs physiquement et mentalement que le CrossFit, vu que le principe même du CrossFit, c'est d'aller au-delà de tes limites à chaque entraînement. Donc, nerveusement, c'est épuisant, mais ça forge un caractère. Et donc, le trait de caractère principal pour moi, c'est j'ai pas mal et quand je souffre, je continue. Et ben, tu vois, c'est exactement ce qu'il ne faut pas pour faire du trading. C'est pour ça que moi, j'ai mis 4 ans. J'ai mis 4 ans à switcher, à me mettre à la méditation, etc. Alors, je mange pas du quinoa, je suis pas vegan. Et chacun a son style. C'est-à-dire que ça peut être de la prière, ça peut être de la méditation pure, ça peut être du mantra, ça peut être de la cohérence cardiaque. À partir du moment où tu as un moment où tu te poses, que tu fais le vide avant ta séance, c'est là en fait, c'est ça l'important. Peu importe comment tu fais. Et le zen aussi, je sais pas si tu vois, le zen, je commence à m'y intéresser là pas longtemps. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent te permettre de baisser ton rythme cardiaque, de faire le vide dans la tête pour démarrer dans de bonnes conditions, quoi. Et voilà, moi, je fais exactement un peu tout ça, fréquence, cohérence cardiaque, etc. Je fais beaucoup de méditation et je vais juste conclure là-dessus sur la psychologie. Il faut comprendre quels sont tes points forts dans la vie qui potentiellement sont des points faibles au trading, les identifier, savoir comment les corriger. Et quelquefois, tu as besoin d'aide. Moi, j'ai fait du coaching mental. J'ai suivi du coaching mental pour pouvoir déjà prendre conscience de ça, tout simplement. Parce qu'au début, tu n'en as même juste pas conscience. Et deuxièmement, et ça, c'est par rapport à euh, s'autoriser à gagner de l'argent, voilà, en fonction des systèmes de croyances que l'on a, c'est plus ou moins facile. Donc moi, dans ma méditation, je fais énormément de visualisation par anticipation. C'est-à-dire que c'est marrant parce que les 10 000 $ de payout qui sont en attente chez Apex ou qui ont été refusés, bref, eh ben, c'est le chiffre que je visualise depuis 6 mois en concrètement, qu'est-ce que tu feras quand tu auras tous les 10 jours de trading, 10 000 €, 10 000 $ de payout tous les 10 jours. Voilà. Comment concrètement tu vas le dépenser, tu vas le financer, qu'est-ce que tu en fais concrètement pour que le cerveau en fait, le cerveau, pour faire très rapide, ne fait absolument aucune différence entre un rêve, la réalité et une visualisation, si la visualisation est suffisamment précise. Et donc, en faisant cette visualisation, ça devient une certaine norme pour le cerveau. Et donc, il est dans sa normalité de gagner 10 000 $ tous les 10 jours. Et à partir de là, il va plus mettre de frein à ça, si c'était pas ta normalité avant. Donc voilà, je ne veux pas donner un cours de psychologie, mais voilà, il me semble que C'est des choses aussi qu'on remarque facilement. C'est-à-dire que et beaucoup d'autres personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, je sais pas, en entrepreneuriat ou autre, c'est que lorsque tu as atteint un palier, par exemple tu passes du SMIC à 10 000 par mois, eh ben tes 10 000 par mois c'est comme si c'était un SMIC. Au final, il n'y a rien qui change dans ta vie, à part peut-être un confort mental. Mais rien ne change dans ta vie, tu vivras exactement pareil. Après, le prochain step, c'est les 100 000. Si tu arrives aux 100 000 par mois, bah, quand tu y seras en fait. Et dans ta tête, tu seras pas plus heureux, mais tu auras un tout nouveau simplement une référentiel. satisfaction, un nouveau référentiel. Et le cerveau, c'est comme s'il repartait à zéro, en Ouais. fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce truc de se dire, on n'est jamais satisfait, le riche en veut toujours plus, oui. Dans la tête de quelqu'un qui touche le SMIC ou qui a un faible salaire, c'est compliqué à entendre de se dire qu'un millionnaire veut être toujours plus riche et veut toujours faire du profit. Malheureusement, bah, dans sa tête à lui, c'est comme ça. Ça veut dire que pour lui, c'est quelque chose de normal. Il a besoin de faire mieux, il a besoin de faire plus. Exactement. Et c'est la nature humaine qui est comme ça. Et malheureusement, non, on peut pas s'arrêter à ce qu'on fait déjà. Je connais très peu de personnes qui aujourd'hui gagnent bien leur vie, qui s'arrêtent là en fait, qui en arrêtent là parce que ça ne fera que régresser sinon. Ils sont obligés d'augmenter
le truc, parce que à chaque fois que tu as atteint un step, ton cerveau se réinitialise. Exactement. Et j'ajoute 2 petites choses, parce que c'est exactement ce que je pense, ce que tu viens de dire, à une toute petite nuance près. C'est que, comme moi, j'ai créé un cabinet de zéro, j'ai bossé comme 20 ans pour l'ostéopathe. Pareil que pour entrepreneur, l'argent vient progressivement. Donc le cerveau a le temps de s'adapter progressivement. Exactement. Le Oui. trading, si d'un seul coup, tu as une martingale qui marche en ce moment, ICT, ça marche parce que pendant 15 jours, voilà, ou les breakouts fonctionnent, voilà, peu importe. Et je dis ça, c'est que c'est vraiment une martingale. C'est pas quelque chose que tu as backtesté, que tu as mis longtemps à mettre en place. Tu as une martingale tout de suite. Tu as 20 comptes en copie et tu gagnes d'un seul coup 30 000 balles dans le mois. Ton cerveau n'est pas prêt. Et tu as 9 chances sur 10 de perdre l'intégralité. Parce que ton cerveau n'est pas prêt. Donc l'histoire de l'entrepreneur, c'est très juste. Et pourquoi ils ont cette capacité à tout le temps grandir? Parce que c'est très lent. Le trading, c'est pas lent. Ça peut être extrêmement rapide et très violent. Et ça, et en plus, et là comme ça on va finir là-dessus sur un petit truc polémique, j'aime bien de temps en temps piquer un peu. Les gens gagnent par mois ce qu'ils sont prêts à gagner par mois. Ça, c'est une croyance qui est très, très forte chez moi et pourtant, j'ai pas gagné beaucoup de sous pendant longtemps. Donc c'est pas du tout, il y a aucune condescendance, aucun jugement et je dis juste que si quelqu'un gagne 1 000 000 par mois, c'est parce qu'il a sa tolérance à gagner 1 000 000, qu'il est capable, qu'il y croit et qu'il est dans l'acceptation de gagner ça. Et si tu gagnes que 1 000 ou si tu gagnes que 10 000, moi je me mets mon objectif pour l'instant, c'est 10 000 par mois, ce qui peut être beaucoup pour certains et ridicule pour d'autres. Moi, je connais des traders qui ont sorti 300K en 6 mois chez Apex. Donc, quand je leur dis 10 000, ça peut sembler ridicule pour eux, mais c'est pas grave parce que je sais, c'est là où en est mon cerveau. J'ai une tolérance, je peux facilement accepter 10 000 euros par mois. Si tu as une vision trop forte ou pas assez, eh ben, tu auras les résultats qui correspondent à ce que ton cerveau est capable. Et les jours de tilt, ça peut arriver, mais remarquez, c'est souvent après plusieurs jours de gain. Donc on peut dire oui, c'est parce qu'il a overconfidence, c'est possible. Mais c'est aussi peut-être une force de rappel inconsciente qui dit attends, toi tu es au SMIC, et là tu me sors un SMIC par jour depuis 5 jours. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas juste. Tu le mérites pas. Il peut y avoir plein de trucs qui arrivent, et boum, si l'inconscient n'est pas en accord avec ce gain-là, il va vite te ramener à la moyenne. Très, très C'est vite. ça, et c'est là où on peut appeler ça de l'autodestruction. Voilà, il y a Exactement. plein de mots. Exactement. Et en fait, moi, j'ai aussi compris ça. Pour moi, c'est même pas de l'autodestruction. C'est un retour à ce que tu es capable de gérer. Voilà. Ton cerveau n'est capable de gérer que tant par mois. Et en fait, c'est vachement positif parce que dire autodestruction, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui fait qu'il va t'empêcher de réussir. Et si tu le présentes en disant non, mais ton cerveau n'est pas prêt à gagner autant d'argent, travaille dessus, je trouve que c'est plus encourageant et plus optimiste. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est beaucoup plus optimiste que dire autodestruction. Autodestruction, c'est un mot fort. Ouais, ouais, et puis Mais ça c'est vrai que semble immuable. c'est plus optimiste. Ça semble immuable et non réparable. Tu vois ce que je veux dire? Non Mm. modifiable. Merci Christophe. Bon, merci beaucoup, Aude. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Comme d'habitude les amis, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Salut à tous et à bientôt.